Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, commémore l'armistice de 1918 à Compiègne sur un site ô combien symbolique, là même où fut actée la fin de la Première Guerre mondiale. Reportage à suivre dans quelques instants. La ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour évoquer les grands axes de travail qui mobilisent son département. Quels sont-ils? Céline Caron sera notre invitée ce soir. Comment apprivoiser l'intelligence artificielle au quotidien? La Maison du Numérique délivre les outils pour mieux comprendre cette révolution digitale à l'occasion de l'Immersive Week. C'était une illustre famille de photographes en principauté. Les deux tailles ont photographié pendant plus d'un siècle la vie de Monaco et celle de la famille princière. Un hommage leur a été rendu aujourd'hui par le Prince Albert II. Et dans ce journal également, nous recevrons l'actrice et comédienne Anne Consigny. Elle présente sur la scène du théâtre Princesse Grace son adaptation du roman de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique. Nous vous l'annoncions hier, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II était à Compiègne lundi pour s'associer aux commémorations de l'armistice de 1918. Le prince souverain, accompagné de son neveu Pierre Casiraghi, a rendu hommage aux morts de la Grande Guerre, mais aussi à son arrière-grand-père, le prince Louis II, engagé volontaire dans l'armée française. Retour sur cette journée avec nos envoyés spéciaux Justin Hadel et Hugo Comaza. 15 h, le prince souverain arrive à la clairière de l'armistice. Il y a 106 ans, l'arrêt de la Première Guerre mondiale était acté ici même, aux côtés de Philippe Marigny, maire de Compiègne et sénateur honoraire, de Catherine Seguin, préfète de l'Oise, et de Marie-Claire Carrerger, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de la coordination gouvernementale, ainsi que d'autres autorités. Le chef d'État monégasque remonte l'allée de la Victoire. Tous sont reçus par 400 enfants pour une haie d'honneur mémorable. À leur arrivée en tribune officielle, s'ensuit une première cérémonie. Après le ravivage de la flamme et des pots de gerbe du président de la République par la ministre sur la dalle sacrée, s'enchaînent les traditionnelles sonneries aux morts, minutes de silence marseillaise, et puis, cette fois-ci, les sonneries du cessez-le-feu. Quelques allocutions plus tard, le moment est venu pour le prince et les autorités de rejoindre le wagon historique. C'est un wagon dans lequel on a signé deux armistices, évidemment, celui du 11 novembre 1918 et du 22 juin 1940, qui est moins glorieux pour la France. Hein, bon, mais voilà, donc c'est un wagon souvenir. Souvenir, car ce dernier n'est pas l'original, détruit en 1945. C'est donc à l'intérieur du wagon de la même série que les autorités, le souverain compris, ont pu signer le livre d'or du musée et de la ville. L'occasion de revoir aussi la signature laissée par la princesse Grace en 1973. De même pour le portrait du prince Louis II qui avait servi pendant la guerre, offert par Albert II lors de sa visite en décembre 2018. Pour autant, c'est bien la première fois qu'il assiste aux commémorations du 11 novembre à Compiègne. 17h30, les autorités arrivent au monument des déportés de Royal-Lieu pour une deuxième cérémonie. Ici, tous déposent une gerbe, y compris son Altesse Sérénissime. Là-bas, l'hymne monégasque résonne à la nuit tombée. Être présent était plus qu'important pour le souverain, dont l'héritage familial le rattache à cette commune et cette guerre. C'était très important pour moi de participer à cette commémoration, d'un côté familial, pour rendre hommage une fois de plus à mon arrière-grand-père, le prince Louis II, qui a servi brillamment dans l'armée française, engagé volontaire. Personne ne l'a forcé à s'engager, mais il voulait absolument être au côté de la France, puisqu'il était déjà militaire, il avait déjà servi dans la Légion étrangère, et là au corps de la 5e armée, au corps de l'état-major de la 5e armée, il a pu participer à cette guerre. Je dois dire aussi, parce que j'ai aussi pensé à lui, mon grand-père maternel, lui était dans le corps expéditionnaire américain, chose dont je n'ai pas souvent parlé, mais il était ambulancier dans le corps expéditionnaire américain, donc il a participé aussi avec les Alliés à cet effort de guerre. Donc voilà, j'ai une pensée pour ces deux côtés de ma famille. Pour clôturer cette journée, une réception est organisée salle Saint-Nicolas.
Dans celle-ci, le maire ne cache pas sa joie vis-à-vis de la visite princière dans sa commune. Ce fut un grand plaisir, mais surtout un grand honneur et mériter l'amitié du prince, sa fidélité à ce que représente Compiègne et la clairière de l'Armistice. Pour moi, c'est très important. Des liens d'amitié, tout laisse à penser que dans les prochaines années, le prince reviendra à nouveau en tant que chef d'État, mais aussi dans une démarche personnelle de mémoire. L'amitié franco-monégasque sera à l'honneur lors de la fête nationale monégasque, car cette année 2024 coïncide avec le 80e anniversaire de la libération de la principauté. La fête du prince sera bien évidemment à suivre en direct sur Monaco Info le 19 novembre prochain. Et regardez ces images tournées ce matin avant le lever du jour au stade Louis II, les premières répétitions de la fête nationale menée par le commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro. Des répétitions en musique avec la présence de l'orchestre des Carabiniers du Prince qui aura réuni les 4 unités mobilisées lors du défilé militaire, les Carabiniers du Prince, les sapeurs-pompiers, la direction de la sûreté publique et l'administration pénitentiaire. Travaux publics, urbanisme, mobilité, environnement, cadre de vie, la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme a tenu une conférence de presse ce mardi au ministère d'État. Céline Caron a exposé les grands axes de travail qui mobilisent son département. Pour les développer, elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Céline Caron. Bonsoir Émilie. Un mot avant de débuter cet entretien sur la COP29 qui s'est ouverte hier à Bakou, en Azerbaïdjan. La finance climat est l'enjeu clé de cette conférence. C'est important pour Monaco de faire entendre sa voix dans les négociations et de porter ses engagements sur la scène internationale. Oui, c'est très important d'aller se confronter dans ces COP et surtout d'écouter, de partager avec les différents pays, de s'assurer que finalement on est toujours dans les mêmes objectifs, voire on revient avec des besoins d'objectifs plus ambitieux. Mais oui, c'est très important de sortir du territoire et d'aller un petit peu écouter ces échanges. Les COP, c'est aussi beaucoup de géopolitique, hein, vous le savez, donc ça permet aussi d'appréhender les difficultés, mais surtout les opportunités qui s'offrent à nous et de partager avec les différents pays, nos homologues en tout cas. Alors revenons à la conférence de presse que vous avez tenue aujourd'hui. La rentrée de votre département a été dense avec la livraison d'opérations de grande envergure. Oui, ce sont des moments de satisfaction, des moments de partage, des moments des fois difficiles. Les fins de chantier ne sont jamais des phases faciles à porter pour toutes les équipes, mais en tout cas, ce sont des phases, une aventure humaine incroyable dans lesquelles, enfin, on a pu mettre en service le collège, voir tous ces petits bambins arriver dans des espaces et être subjugués, notamment par leur self. Et c'est vraiment satisfaisant pour nous de livrer ces outils, ces gros bébés qu'on a portés pendant très longtemps. Et de pouvoir les rendre en fait aux usagers. Et donc on a eu le collège, on a eu la SPA, on a eu il y a quelques mois la direction de la sûreté publique, et puis on partage avec certains membres de la sûreté à chaque fois leur satisfaction de pouvoir travailler dans des nouveaux locaux. Et donc c'est important pour nous parce que c'est vraiment la concrétisation de nombreux mois et puis surtout l'intérêt public en fait en général. Autre dossier qui a animé votre rentrée, Céline Caron, c'est la mobilité. Comment qualifier aujourd'hui vos relations avec la SNCF ? Alors la mobilité, c'est le maître mot. La mobilité nous anime tous les jours. Quand on marche dans Monaco, on observe, on regarde, on essaye. C'est pas une science exacte, mais ça avance, ça progresse. Nos relations avec la SNCF, écoutez, je crois que dans les différentes crises, il y a toujours une période de renaissance. Cette crise nous a permis de se rencontrer, de rencontrer les équipes, de partager, de faire entendre les besoins de Monaco et les besoins de notre territoire, qui sont aujourd'hui, je le crois, pris vraiment en considération au plus haut niveau de la SNCF. Et donc c'est comme cela que nous allons pouvoir construire et anticiper et accompagner aussi la SNCF dans les changements qu'il doit faire sur le réseau. Et ces changements, c'est aussi une amélioration du service pour nos usagers. Donc aujourd'hui, on est vraiment pris comme un partenaire en tant que tel. Et c'est une grande aventure qui commence et pour lesquelles on doit nous-mêmes aussi apporter notre pierre à l'édifice. Et qu'en est-il des solutions pour fluidifier le trafic en principauté ? Alors les solutions pour fluidifier le trafic, elles sont chez tout le monde. Elles sont chez nous, au gouvernement, dans les politiques publiques. Donc le parking des Salines, on en parle beaucoup. Je saisis à nouveau cette occasion pour dire aux usagers de l'essayer
l'essayer, c'est aussi l'adopter. C'est pas si loin. On a l'impression que le jardin exotique, c'est l'autre bout de Monaco, mais avec les liaisons de transport en commun, avec les liaisons des passerelles sur certains quartiers, c'est aujourd'hui pas si éloigné du tout. Maintenant, pour autant, il nous reste encore du chemin à parcourir, notamment sur les visiteurs externes à la principauté, les touristes. Et donc prochainement, nous allons avoir des réunions de travail avec la direction du tourisme et des congrès, notamment pour essayer d'inventer des services, en tout cas, et d'être force de proposition auprès des organisateurs qui drainent une certaine clientèle et certains visiteurs autres que les travailleurs frontaliers. L'objectif est toujours d'essayer de diminuer la pression de la circulation intramuros pour redonner un peu d'oxygène et du confort en fait aux résidents de la principauté, aux usagers du quotidien, qui sont aussi les travailleurs qui consomment, et qui vivent la principauté. Certes, pas comme des résidents, mais qui la vivent quand même quand ils sortent de leur travail et quand ils rentrent le matin. Lors de cette conférence, vous avez évoqué aussi le domaine de l'urbanisme. Vous avez rappelé qu'il est important de conserver l'identité de Monaco tout en pensant à l'avenir. Alors oui, Monaco, c'est toujours en continuelle transformation. La recherche de l'équilibre est toujours quelque chose de très important pour nous au sein des équipes et qui nous anime. Comment reconstruire la ville sur la ville, comment proposer des solutions, mais qui nous font pas perdre notre identité et qui surtout nous permettent d'atteindre aussi les objectifs de nos politiques publiques. Donc c'est quelque chose que nous partageons en interministériel avec les membres et mes collègues du gouvernement, mais également avec les parties prenantes du secteur privé et avec des discussions très importantes avec le syndicat des promoteurs, avec la chambre patronale du bâtiment. Et je dois témoigner qu'en fait ce sont des sujets qui ne sont pas des sujets clivants. On a tous à cœur de vouloir apporter le meilleur équilibre et sans perdre l'identité de ce qu'est Monaco. Et même si ça paraît surprenant par rapport aux dernières mutations que nous avons subies. Et pour ce qui concerne en tout cas l'équipe du département, c'est d'essayer de finir aussi les grandes livraisons que nous avons eues par une couture urbaine. Et qu'est-ce qu'est la couture urbaine? C'est replanter, remettre du cadre de vie, renaturer la ville à la fin de grandes opérations majeures qui sont par exemple testimoniaux avec prochainement des réflexions qui vont être suivies des faits sur la renaturation et la reconfiguration de l'avenue Princesse Grasse. Rapidement, Céline Caron, quels sont les dossiers qui vont vous mobiliser votre département dans les prochains mois? Alors, les prochains dossiers sont toujours, on va dire, les mêmes, les travaux publics, l'urbanisme, l'environnement. C'est de continuer, en tout cas, cette politique et cet investissement majeur des équipes du département au service des résidents et des usagers de la principauté. Nous avons les restructurations, un début de restructuration du stade avec les buvettes et les tribunes, avec pour objectif de livrer cette première phase pour les petits jeux d'État qui seront accueillis par la principauté. C'est la fin de la livraison Pasteur, puisque Pasteur c'était le collège, mais pas que, c'est le bâtiment administratif qui est devant, c'est aussi la médiathèque, c'est aussi l'espace Léo Ferré pour la mairie de Monaco. Mais vous voyez, l'activité est toujours très dense pour les équipes du département. Eh bien, merci Céline Caron pour ce point complet. Merci d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. La principauté de Monaco accélère sa transformation numérique pour l'emploi. De nouveaux services en ligne pour les employeurs et les demandeurs d'emploi sont désormais accessibles via des espaces dédiés sur le site monguichet.mc. Une modernisation qui entre dans le cadre du programme Extended Monaco lancé en 2019 par le gouvernement princier. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, Frédéric Gintat, délégué interministériel à la transition numérique, réagissent au micro de Gaëtan Lebrun. Je crois que c'est un progrès fantastique puisque d'une démarche quasi matérielle, on va rentrer dans l'ère du numérique avec une démarche totalement dématérialisée à terme. La première étape, c'est l'ouverture du site offre d'emploi pour les employeurs, c'est l'ouverture du site pour les candidats à l'emploi et c'est l'ouverture d'un site dans lequel les offres d'emploi seront visibles à tous, y compris les candidats non prioritaires. Donc ça va permettre d'avoir un recrutement beaucoup plus large que les frontières de la principauté. Je crois que ça représente un progrès énorme, un gain de temps
et de performance dans un contexte sécuritaire auquel on a été particulièrement attentif, je crois que c'est vraiment un projet qui s'inscrit totalement dans le projet d'Extended Monaco, c'est-à-dire la transformation numérique de la principauté, plus d'efficacité, plus de simplification des démarches et une attractivité renforcée. Quelque part, le marché de l'emploi est stratégique pour Monaco. Et historiquement, c'est quelque chose qui était géré de manière très manuelle, avec beaucoup de bonne volonté des services de la direction du travail, avec beaucoup de bonne volonté des employeurs, avec beaucoup de bonne volonté des employés. Ce qui ne permettait pas toujours d'avoir un marché du travail très fluide, d'attirer les meilleurs talents et de rendre service aux employeurs. Avec ce service, on va à la fois rendre service aux salariés de la direction du travail, en leur offrant des solutions rapides et beaucoup plus adaptées, aux employeurs qui pourront déposer et suivre les offres de manière efficace et aux employés qui pourront voir l'évolution de leur candidature. Donc quel que soit le chemin, on rend Monaco gagnant avec cet outil et c'est majeur vu les volumes d'emploi qu'il y a en principauté. On reste dans le domaine du numérique pour aller explorer l'intelligence artificielle. Cette révolution digitale est loin d'avoir encore livré tous ses secrets. La Maison du numérique propose cette semaine de mieux apprivoiser l'IA avec une Immersive Week qui lui est dédiée. Le reportage de Chrisinda Petit-Homel et Loïc Marage. La Maison du numérique a vu le jour en 2023 pour éviter aux résidents monégasques une fracture face à la montée du numérique dans notre quotidien, mais aussi pour nous permettre de mieux appréhender certaines nouvelles technologies et développements numériques. C'est pourquoi dans le cadre d'une Immersive Week, l'intelligence artificielle était au cœur des débats et ce jusqu'au 15 novembre prochain à la Maison du numérique, car si l'IA a fait beaucoup parler dernièrement, elle bouleverse notre quotidien et offre des perspectives de développement hors du commun. Mais elle reste cependant peu connue du grand public. Une approche inclusive était donc nécessaire pour aborder un sujet aussi vaste et varié que celui-ci. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de l'IA ? Ça arrivait tellement vite, ça arrivait tellement fort et ça modifie. Beaucoup de gens qui disent que c'est une révolution industrielle, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une catastrophe absolue, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la solution à tous nos problèmes. Je pense que c'est un phénomène d'une telle ampleur qu'on ne peut plus rester en dehors, on ne peut plus juste avoir une opinion, il faut qu'on rentre dedans, il faut qu'on comprenne. On ne se rend pas compte, mais l'IA, ça fait longtemps que les gens travaillent dessus et il y a beaucoup d'experts en fait maintenant qui sont bien formés, qui connaissent vraiment bien et il y a un nombre d'applications de l'IA qui a foisonné ces derniers temps et donc oui, effectivement, on a pu mobiliser grâce aux efforts de la DITN notamment et de l'équipe de la Maison du numérique, on a pu mobiliser des experts qui ont envie en fait de venir partager cette expérience qu'ils ont ou cette pratique tout simplement, parce qu'il y a aussi des développeurs qui seront là. Différents ateliers et conférences ont donc été mis en place jusqu'à vendredi à la Maison du numérique pour explorer l'IA et faire découvrir au public différentes applications que nous pouvons utiliser au quotidien. L'objectif, apprendre à mieux se servir de l'intelligence artificielle dans notre vie et surtout démystifier le phénomène. C'était une illustre famille de photographes en principauté. Les deux tailles ont photographié pendant près d'un siècle la vie de Monaco et celle de la famille princière. Georges Albert s'installe en principauté en 1904 et devient le photographe officiel de la famille princière. Ses deux fils, Georges et Fernand, sont pris de la même passion et captent les événements importants en principauté, de la Seconde Guerre mondiale au mariage du prince Régnier III et de Grace Kelly. Cette famille laisse derrière elle des clichés témoins de l'histoire de la principauté et le prince Albert II a tenu à lui rendre hommage en dévoilant une plaque commémorative où se situait à l'époque l'atelier des deux tailles. Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, nous en dit plus. La famille de Taille a représenté une véritable dynastie de photographes en principauté entre 1904 et 1984, donc c'était une année anniversaire, 120e anniversaire de l'installation de Georges de Taille senior, et puis disparition en 1984 de leur atelier photographique, ici même, donc d'où cette plaque mémorielle, sachant qu'à ce moment-là, le fonds photographique rejoint les archives du Palais pour la plus grande part, et quelques années plus tard, pour la période concernant la Seconde Guerre mondiale, le fonds régional de la médiathèque de Monaco. Donc c'était un véritable patrimoine, je dirais, national que représente le fonds photographique des deux tailles, représentant une période fondamentale du XXe siècle.
Il est temps à présent de recevoir notre seconde invitée. Vous avez pu la découvrir dernièrement dans la série à succès Hippocrate, mais aussi sur le grand écran, dans plusieurs réalisations qui lui ont valu des nominations au César. Anne Consigny excelle également au théâtre, elle qui a fait ses débuts sur les planches dès l'âge de 9 ans. Elle a même été pensionnaire à la Comédie Française de 1981 à 1984. L'actrice comédienne se produit ce soir en Principauté et elle est en duplex avec nous. Bonsoir Anne Consigny. Bonsoir Émilie. Vous voilà donc sur les planches du théâtre Princesse Grace pour présenter Un barrage contre le Pacifique, l'adaptation sur scène du roman de Marguerite Duras. Qu'est-ce qui vous a touché dans cet ouvrage pour le présenter seul en scène? C'est un texte qui me bouleverse parce qu'il raconte du monde exactement comment je vois le monde. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Duras, comme c'était un de ses tout premiers romans, c'était je crois le deuxième, elle a gardé à ce moment-là une infinie tendresse sur le monde, que petit à petit avec l'âge j'ai l'impression qu'elle a un peu oublié. Mais dans Barrage, elle voit des personnages qui ont une vie terriblement dure et qui gardent une humanité immense, mais qu'il faut aller chercher. Et c'est ça que j'adore, c'est de penser qu'on peut croiser des gens dans le métro, dans un chauffeur de taxi, n'importe quoi, qui a l'air vraiment un peu dur, mais si on prend le temps de regarder sa vie et de le connaître, derrière, il y a probablement un être à la fois héroïque et merveilleux. Et c'est ça qui me touche le plus dans le roman de Duras. Mais il y a encore d'autres choses. Il n'y a pas seulement ça. C'est le destin de cette veuve, de cette mère de famille, de comment elle fait face aux défis du quotidien avec ses enfants que vous faites entendre sur scène? Oui, alors c'est pas... Elle n'est pas le personnage unique, elle a sa fille qui a 17 ans, mais qui aujourd'hui on pourrait dire elle a plutôt, par rapport à aujourd'hui ça serait une quinzaine d'années, son fils qui a 18 ans, aujourd'hui ça serait plutôt 16 ans, et puis il y a un monsieur Jo très riche qui a 25 ans et qui va bouleverser cette famille parce qu'il va tomber amoureux de la petite. Aujourd'hui c'est vraiment dans l'air du temps de parler de la condition féminine et là c'est complètement comme si c'était une allégorie de ce qui se passe pour les femmes aujourd'hui. C'est difficile de se battre contre les éléments et aussi contre l'administration, j'ai envie de dire les hommes avec d'une façon générique, les hommes et les femmes si vous n'avez pas vos papiers, vous allez à la préfecture, les gens derrière le guichet ils vont être très durs avec vous, ils vont être presque des tortionnaires. Si vous allez à la sécurité sociale et que vous n'avez pas encore votre numéro de sécurité sociale, c'est pareil. Elle se bat de cette manière contre les éléments administratifs et elle se dit je vais réussir à vaincre ça en construisant un barrage contre le Pacifique. Parce qu'en réalité, les gens de l'administration, ils ont fait quoi? Ils lui ont vendu une terre qui est totalement incultivable et ils lui ont vendu un prix tel que c'est toutes ces économies de 10 ans qui sont parties dans ce petit terrain. Et elle ne peut rien en faire. Et ils lui disent, si tu ne le cultives pas 100%, on va te le reprendre. Et donc elle décide qu'elle va construire des barrages contre la mer pour pas qu'ils viennent sur ces terres et elle va se faire aider de centaines de paysans autour d'elle. Et elle a cette ambition incroyable de faire ça, quoi. Elle va se battre à la fois contre la mer et à la fois contre l'administration. Et pour moi, c'est vraiment un héros extraordinaire. Et puis, je ne vais pas dire comment ça finit, sinon personne ne viendra voir l'histoire. Est-ce que cette adaptation présentée seule en scène était aussi une façon de faire corps avec le texte? Pour moi, c'est impossible de le présenter autrement que seul, c'est-à-dire que je ne veux pas enlever la beauté littéraire de Duras, c'est-à-dire j'ai absolument besoin de son texte et je ne veux pas que ça devienne réaliste, je veux que ce soit le public qui rêve à partir du texte de Duras, qui voit, qui sentent les odeurs, qui entendent les bruits, qui voient les paysages, qui sentent la chaleur. Et je ne veux pas usurper ce rêve par une réalité en disant tel personnage sera joué par un acteur et tel autre par une actrice et on va faire semblant que c'est vrai. Je ne fais pas semblant que c'est vrai, je laisse la place au public de rêver le roman. Et je dois avouer que les gens, quand ils sortent, ils me disent qu'ils ont eu trop chaud, qu'ils ont vécu l'histoire, qu'ils ont été comme au cinéma, qu'ils ont envie de voir la suite.
c'est comme si j'étais pas sur scène et qu'on allume l'imagination. Voilà. Anne Consigny, selon vous, le théâtre était le meilleur moyen pour adapter ce roman de Marguerite Duras? Le théâtre, le meilleur moyen. En tous les cas, ne voulant pas le rendre réaliste, je ne voudrais en aucun cas en faire un film de fiction et prendre le texte de Duras pour mettre en situation les personnages, comme ça a été fait. Ça, c'est une question de goût. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire entendre la langue. C'est aussi bien le fond que la forme de Duras qui me galvanise, qui me passionne, qui me donne ma joie. Et c'est presque ma religion aujourd'hui, c'est ces barrages contre le Pacifique. J'en ai besoin et j'aime prêcher la bonne parole, je dirais. Eh bien, merci beaucoup Anne Consigny de nous avoir fait le plaisir d'être notre invitée ce soir à l'occasion de votre présence en Principauté. Merci. C'est moi qui vous remercie. Un bon plan pour les amateurs d'humour. À présent, à partir de vendredi, le Méridien Beach Plaza ouvrira au sein de sa brasserie Smakelijk un comédie club belge. La programmation est déjà connue avec 4 dates d'ici la fin de l'année. Toutes les explications avec Floriane Martinan, organisatrice de ces soirées stand-up. Elle est au micro de Frédéric Hélion. On a décidé d'organiser un comédie club ici au Smakelijk. On a carrément une nouvelle salle qui va venir juste à côté de la brasserie dans laquelle on va vraiment mettre en place toute la décoration pour un comédie club belge mais traditionnel, c'est-à-dire avec une petite scène, une estrade, un mur de briques, des canapés super sympas pour se mettre dedans et venir regarder des humoristes sur scène. Est-ce qu'on peut justement évoquer la programmation? Est-ce qu'on la connaît déjà? Combien de soirées? Quels seront les artistes présents? Ce sont des artistes donc belges exclusivement. Il y a Florent Lausson qui lui est d'origine française, mais il vit en Belgique depuis qu'il est tout petit et il fait son stand-up en Belgique pour l'instant. C'est vraiment le copain qui va venir nous raconter sa vie, le trentenaire sympa qu'on va écouter et qui va en même temps aborder des sujets un peu sociaux, mais tout en légèreté. On a Dena qui est d'origine iranienne et qui va nous parler de sa culture à la fois iranienne mais également flamande. C'est une femme pleine de caractère et aussi pétillante, légère, qui vient défendre ses idées et qui est poète aussi. C'est vraiment, vraiment très sympa. Et enfin, on a Lorenzo Mancini. C'est un architecte et il a construit son stand-up, son spectacle, comme un architecte. Et il déplie comme un origami dans sa tête toutes ses idées et il va nous expliquer sa vie, mais avec cette vision-là. Donc on a 3 styles complètement différents, des artistes qui sont vraiment très ouverts, très jeunes, qui ont l'habitude de tourner en Belgique. Ce sont vraiment des gens qui ont l'habitude de faire des premières parties de personnalités dans l'humour beaucoup plus connues. Et donc voilà, on n'a qu'une seule hâte, c'est que les gens les découvrent ici. 2 sessions au choix, à 19h ou 21h, sont prévues pour chaque date. Première soirée dédiée à l'humour belge ce vendredi 15 novembre au Méridien Beach Plaza, suivie d'une seconde le samedi. La réservation est conseillée si vous souhaitez découvrir ces humoristes belges. Dans le reste de l'actualité, en bref, l'esprit de Noël s'invite au Grimaldi Forum avec la comédie Elf du 27 au 29 novembre prochain. À noter qu'un tarif réduit est proposé aux élèves scolarisés à Monaco et si votre enfant vient au show déguisé en lutin, il pourra peut-être gagner un merveilleux goûter de Noël au Petit Café Robuchon. Plus de détails sur le site officiel du Grimaldi Forum. Parlons sport avant de refermer ce journal. En marge de la 27e Monte Carlo Squash Classic, des clinics étaient organisés ce mardi à la mi-journée au Stade Louis II. Une occasion inédite pour des salariés de la Principauté de partager un entraînement avec des joueuses professionnelles. Le reportage de Frédéric Hélion sur des images de Loïc Marage. Partager un entraînement avec des joueuses du top 100 mondial, voilà l'opportunité proposée par les organisateurs du Monte Carlo Squash Classic aux entreprises monégasques et aux bénévoles. Ces cliniques sont un véritable moment de partage privilégié avec des joueuses pro. Alors c'est des séances de 45 minutes en général, soit individuelles, soit à plusieurs. Il y a une partie du coup échange sur tout ce qui est un peu la vie des sportifs en dehors du circuit. Et après une partie où on joue tout simplement pour passer un bon moment. Ça fait combien de temps que vous organisez ça en marge du tournoi? Alors ça va faire la 4e année, je crois. Avant on ne faisait pas encore ça. Mais ouais, depuis 4 ans on essaye de faire ça pour dynamiser un peu le tournoi en dehors des horaires de match.
Éliminée prématurément du tournoi qui se déroule en ce moment au stade Louis II, l'Allemande Katerina Tikova et la Singapourienne Wei Yan Eo-Yong ont donc partagé près de 3 quarts d'heure sur le court avec des joueurs et joueuses amateurs. Franchement, c'était incroyable. J'ai vraiment kiffé faire des échanges avec elle. Elle était super sympa en plus. Elle m'a laissé vraiment de facilité. A fait en sorte que je travaillais sur les lignes. Non, franchement, c'était ultra cool. Surtout moi qui suis un gros passionné de squash, j'ai pu échanger des balles avec une professionnelle. C'est entre guillemets un rêve. Hein. C'est la première fois que je participe aux cliniques et c'est une chance pour nous de pouvoir partager du temps avec l'élite féminine. C'est Yves qui nous a proposé si on voulait participer à ce genre d'opportunités. Moi, ça fait 13 ans que je suis licenciée au club à Monaco et bon, moi j'ai beaucoup de points à corriger et donc je pense que c'est vraiment un bon moment de partage avec elle et de pouvoir profiter de leur expertise. Après ce beau moment, retour aux affaires avec la suite des matchs du Monte Carlo Squash Classic. Les rencontres du tableau principal se déroulent chaque jour jusqu'à la finale prévue vendredi à 19h. Et on retrouve Frédéric Hélion en personne pour faire un point sur vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de mercredi ? Oui, Émilie, retour du beau temps, fini les nuages, un grand soleil brillera du matin au soir mercredi, le vent soufflera modérément et les températures seront comprises entre 11 et 17 degrés. Mercredi 13 novembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Brices. Merci Frédéric et merci à vous de votre fidélité au JT de Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Manuel Vitali et les premières répétitions de la fête nationale monégasque. Un événement, je vous le rappelle, qui sera à suivre en direct sur notre antenne le 19 novembre prochain. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition.